Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Ces dernières années auront été des années de lutte fructueuse pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme au vu des différentes législations qui promeuvent et favorisent désormais la femme au Bénin. On peut citer entre autres la loi sur les violences basées sur le genre, le nouveau code des personnes et de la famille, de nouvelles dispositions juridiques que l'on doit aux gouvernants, aux organismes internationaux et de défense des droits de la femme, ainsi qu'aux ONG et associations intervenant dans le même domaine. Ces dernières, qui s'agrandissent et travaillent davantage pour l'émancipation de la femme, sont au premier front dans les dénonciations et sensibilisations contre les violences basées sur le genre sur le terrain. Un constat qui nous amène à analyser l'apport des ONG et des associations féministes dans la défense des droits de la femme. Le thème de ce numéro de Tribune des femmes s'intitule donc « Accroissement du féminisme, un avantage pour le respect des droits de la femme ?» C'est un questionnement. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Oumemat Baguiri. Elle est sociologue de développement. Elle est également la secrétaire générale de l'ONG Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles. Madame Baguiri, bonjour et bienvenue. Bonjour, chère madame. Merci pour l'invitation. Alors, la deuxième invitée sur ce plateau est la nom Toko Tchabi Kifayat, activiste féministe, spécialiste du plaidoyer en DSSR. C'est bien cela? Oui. Bon, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout de suite, la première rubrique de cette émission, elle s'intitule « Parlons-en ». Alors, je commencerai bien par Madame Toko. Dites-nous, c'est quoi le féminisme? Merci beaucoup, Madame. Le féminisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui vise en fait à réaliser la pleine égalité de genre, que ce soit la pleine égalité sexuelle comme la pleine égalité de genre, en droit, mais également de façon pratique. C'est-à-dire que quand on parle de ce type d'égalité, la femme qui se retrouve dans un village, la dernière femme dans la communauté en quelque sorte, doit pouvoir se sentir égale à tout homme qui se retrouve dans cette communauté-là. Et on l'applique de différentes façons, surtout en aidant à briser et à mettre fin au règne du sexisme. Et en même temps, en développant des stratégies véritables pour vraiment détruire tout ce qui est exploitation et oppression sexiste dans la communauté, afin de permettre à tout le monde de se sentir vraiment à l'aise et en ayant les mêmes droits en quelque sorte et ayant la même dignité humaine. Madame Baguiri, avez-vous un apport par rapport à la définition du féminisme? Merci. J'ai un apport, effectivement. Il faut savoir que le féminisme n'est pas né ex nihilo. Il a commencé quelque part. Disons que les femmes ont commencé à prendre conscience du fait qu'elles soient l'égale de l'homme à un certain moment. Au moment où, pendant les 2 guerres mondiales, les hommes étaient allés au front et que les femmes devaient désormais s'occuper de tout, les enfants, le foyer, et apporter la pitance à la maison pendant que les hommes n'étaient pas là. Et puis, progressivement, elles se sont rendues compte que, mais oui, j'ai du pouvoir, je peux faire tout ce que l'homme peut faire. Donc, je suis évidemment maintenant l'égale de l'homme puisque je peux arriver à faire tout ce que l'homme faisait. En plus de ce que j'avais comme rôle, je peux faire aussi ce que l'homme fait. Donc, je suis l'égale de l'homme. Et c'est un mouvement qui est né progressivement et qui a permis aux femmes d'acquérir un certain nombre de droits. Le droit au vote, le droit à aller travailler en dehors de la sphère familiale. Donc, en fait, ça a vraiment des fondements historiques et il importe quand même de préciser cela. Alors, Madame Toko, dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez en tant que féministe? Êtes-vous une féministe? Merci beaucoup. Oui,
Je me reconnais en tant que féministe parce que je fais des efforts, je fais l'effort d'avoir des comportements dignes d'une personne féministe. Et c'est qui une femme féministe? Alors, merci beaucoup. La femme féministe, c'est la femme qui refuse toute inégalité, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit basée sur le genre. La femme féministe, elle se reconnaît déjà à travers son comportement, ses réactions, ses oppositions. Par exemple, une personne qui est féministe ne peut pas être là et vous voir faire preuve de sexisme sans réagir. Ça la pousse immédiatement à réagir ou en tout cas à trouver une solution pour régler cela, pour régler ce problème-là. La femme féministe également lutte contre la misogynie. Elle n'est pas d'accord avec ça. Vous la reconnaissez également à travers le discours qu'elle porte, le développement de ses idées. Déjà, lorsqu'elle se met à parler, que ce soit, peu importe le thème en fait, vous ressentez quand même en elle déjà quelque chose, des pointes de féminisme, des pointes d'idées féministes, des pointes de réclamation et de revendication de ses droits ou des droits d'une autre personne et également des points de revendication, par exemple, de l'égalité qui devrait régner entre elle et toute autre personne qui se retrouve dans la communauté où elle est. Madame Baguiri, vous êtes sociologue, vous êtes là pour plus justifier ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au Bénin. Mais est-ce que vous vous reconnaissez en tant que féministe? C'est vrai, vous êtes la secrétaire générale, je le disais tantôt à l'entame de l'émission, d'une ONG qui s'occupe des droits des femmes et de l'épanouissement des jeunes filles. En tant que combat que nous menons pour l'épanouissement de la femme et pas seulement pour l'équilibre de la société, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut essayer de parvenir à une certaine équité. Toutes les couches de la société ont quelque chose à apporter au développement de ce pays-là. Donc, parvenir à ce qu'il y ait une équité dans la société, si c'est cela que vous appelez féminisme, oui. Sinon, je suis une personne genre sensible. Dans quelles conditions, Madame Toko, on peut traiter une ONG de féministe? Alors, pour parler d'une association qui est féministe, déjà, c'est... Est-ce qu'il faut seulement défendre déjà les droits de la femme ou de la jeune fille pour s'attribuer ce titre-là? D'accord. Alors, merci beaucoup pour la question. Je dirais déjà que toute association qui défend les droits de la femme n'est pas forcément féministe. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations qui défendent les droits de la femme, mais qui refusent que l'on les traite d'associations féministes. Parce que le féminisme, en vrai, il n'est pas juste une revendication des droits de la femme. Le féminisme s'attaque aux causes profondes. Je vais vous donner un exemple très banal. Lorsqu'on parle, par exemple, de droits de la femme, on parlera de l'éducation, par exemple. On dira que toutes les filles ont le droit d'aller à l'école. On ira en communauté, on dira aux parents, envoyez vos enfants à l'école parce qu'ils doivent aller à l'école, c'est leur droit. Et cela pourra peut-être s'imposer aux membres de la communauté, à la population, il faut que vous envoyez vos enfants à l'école. Mais le souci, c'est quoi? Après des projets, on remarque que même si les parents acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école, puisque vous leur avez dit, c'est comme cela que ça doit être, ils le font juste parce que vous êtes là. Et après notre départ, après le départ de ces projets-là, les mêmes comportements reviennent. Alors, le féministe trouve qu'il faut faire quoi? Il faut s'attaquer aux causes profondes. Qu'est-ce qui fait que dans cette communauté, les parents n'aiment pas envoyer leurs enfants à l'école? Il faut pouvoir régler le problème au fond, au niveau même où il a débuté. Donc, le féminisme, vraiment, c'est ce mouvement-là qui s'attaque et qui dit « Ah non, il ne faut pas qu'on règle le problème juste de façon superficielle. Il faut qu'on aille chercher. Quelle est la cause? Est-ce que peut-être c'est parce que les hommes se disent que la femme ne devrait pas aller à l'école à cause de ci ou de ça? Pourquoi ils pensent cela? Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que, étant victime de d'autres choses par le passé, est-ce que ce n'est pas parce que, selon eux, la femme, lorsqu'elle va aller à l'école, elle va devenir quelqu'un, elle va vouloir brimer les hommes? C'est tout ça que le féminisme recherche. Et sur cette base-là, développe des solutions durables afin de régler le problème de façon totale. De ce fait-là, par exemple, quand un projet féministe est développé quelque part sur l'éducation, contrairement à
ce qui se passe la plupart du temps, même après le départ, il y a une certaine pérennisation de l'action parce que les mentalités ont véritablement été changées. Donc le féminisme travaille la mentalité, le féminisme s'attaque aux causes profondes et c'est de ce fait qu'on ne peut pas directement dire que défendre les droits de la femme, c'est également être féministe. Et même quand on parle des violences basées sur le genre, par exemple, les droits de la femme, les défenseurs des droits des femmes disent quoi? Il est important de ne pas battre une femme parce qu'elle a des droits, elle est digne, elle a les mêmes droits que l'homme, elle ne doit pas être torturée et tout. Mais le féminisme vient faire ceci. Le féminisme vient chercher pourquoi elle a été battue. Pourquoi dans la communauté, quand elle était battue, personne n'a réagi? Qu'est-ce que les gens pensent véritablement de cet acte-là qui consiste à battre une femme? Comment ils sont en train d'entrevoir ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger? Le féminisme pousse la personne elle-même qui pose l'acte à se remettre en question, à se demander pourquoi j'ai fait cela et comment j'aurais dû faire les choses de façon autre. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. On note une révolution de ce phénomène, bon, je ne l'appellerai pas phénomène, du féminisme ou des associations de féministes. Qu'est-ce qui justifierait ce cas-là? Alors, actuellement au Bénin, même un peu partout sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs femmes, au-delà des hommes également, qui sont dans ce combat-là. Mais beaucoup de femmes se disent féministes désormais et défendent la femme. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette recrudescence ou cette révolution du féminisme? J'espère que vous ne pensez pas qu'il y a un trop-plein d'associations de défense des femmes. Et certainement, vous pensez que voilà, c'est peut-être un phénomène de mode que de créer une association féministe, que de créer une association de défense des droits des femmes. Déjà, en 2012-2015, il y avait l'Institut national de promotion de la femme, l'INPF, qui a enregistré 96 associations de défense des femmes et des enfants. Mais aujourd'hui, on en est bien au-delà. Il y a une autre cartographie qui est en train d'être mise en place. Donc l'étude n'est pas encore terminée pour qu'on fasse vraiment, véritablement tout le recensement des associations féministes, des associations qui luttent pour le droit des femmes. Alors, pourquoi tant de recrudescence? C'est ce que vous voulez savoir. En fait, il faut dire, pourquoi est-ce que nous nous battons? Pourquoi est-ce que les femmes se battent pour défendre les autres femmes? Pourquoi est-ce que des hommes se battent aux côtés des femmes, pour défendre les femmes? Juste parce que le phénomène, on ne peut pas parler de féminisme aujourd'hui sans parler de violences faites aux femmes, sans parler de violences basées sur le genre. On a constaté que de par le monde, ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Et des dispositions sont en train d'être prises par les gouvernants, au niveau international même, par les gouvernants, par plusieurs acteurs, dont les organisations de la société civile, dont les associations, les ONG, qui font un travail formidable parce que justement, il y a beaucoup plus de dénonciation des cas de violences faites aux femmes. Et la femme a désormais l'information parce que c'est de l'information qui n'était pas suffisamment distillée pour que la femme connaisse ses droits, pour qu'elle sache que quand je vais en foyer et que je commets une bavure, que l'homme n'ait pas le droit, le libre arbitre de me battre, de dire je la corrige, de la prendre comme son enfant et de la corriger, alors que quelqu'un d'autre s'était chargé de son éducation. Donc, tant qu'il y aura de la violence faite aux femmes, tant qu'il y aura de la violence faite aux filles, et tant que l'égalité ne sera pas vraiment une réalité, oui, il y aura toujours des associations féministes, des associations qui se battent pour la cause de la femme et de la fille. Donc, ne disons pas non, il y a une pléthore, mais il y a aussi de l'explosion démographique.
Et il ne faut pas oublier qu'on est 52% de la population non plus. Donc pour vous, c'est nécessaire cette vague de féminisme? Absolument nécessaire. Tant que oui, allez-y. Oui, tant qu'on a encore la force de continuer le combat, on le fera. Madame Toko, vous êtes d'avis, est-ce nécessaire cette vague de féminisme au Bénin? Oui, je pense que c'est plus que nécessaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça fait partie du modèle social qui est en train d'être développé. Et le féminisme aujourd'hui n'est plus subversif, il n'est plus un truc que l'on fait de façon cachée. Et pourquoi aujourd'hui, si je me rapporte à votre question, pourquoi aujourd'hui cette montée du féminisme? Le truc, c'est que je vais ramener ça à un exemple très, très banal. Lorsque vous maintenez une personne en captivité pendant très longtemps, vous avez le temps, cette personne plutôt a le temps de commencer peut-être par une rébellion que vous arrivez à détruire. Elle finit ensuite par accepter sa captivité. Elle rentre peut-être dans une idée de déni de la chose et elle rentre dans un instinct de peur. Elle a tout le temps peur de vous. Mais lorsque la peur, elle devient grande, à un moment donné, on n'a plus peur de rien perdre. Et quand la personne maintenant n'a plus rien à perdre, qu'est-ce qui se passe? C'est que la rébellion, elle est plus forte. Je ne dis pas que le féminisme, c'est de la rébellion. Mais je dis que beaucoup de femmes ont vécu tellement. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont vu leur mère vivre des choses et ne sont plus d'accord pour continuer à subir. Les femmes veulent quitter cette mentalité-là, cette société dans laquelle on est faite pour subir la réalité des autres. On est faite pour accepter ce que l'autre dit que je suis. La femme, elle a été suffisamment blessée. Il y a beaucoup de blessés et parfois il y a des gens qui s'amusent à parler de blessés de guerre. Mais non, il y a beaucoup de blessures ancrées et pour pouvoir les guérir, il faut qu'elles ressortent. Et c'est ce qui fait que parfois, lorsqu'une femme elle est violente dans sa façon de s'exprimer, lorsqu'elle défend ses droits avec véhémence, on a tendance à dire non, mais il n'y a pas besoin de brutalité. De crier. Mais elle a grandi dans quoi? Elle a subi quoi? Elle a vu des gens subir quoi? À un moment donné, on se dit que la meilleure façon de se défendre, en fait, c'est d'attaquer. Et malheureusement, ou heureusement, je dirais, aujourd'hui, le féminisme offre à toutes les femmes et à toutes les filles l'opportunité de dire « ça suffit ». On nous offre l'opportunité de dire « c'en est assez, il est temps que les choses changent ». Et donc, avec toutes ces blessures-là qui sont ancrées, qui ont été gardées pendant longtemps, ne soyez pas surpris de voir que lorsqu'une fille voit une autre défendre ses droits, dire en fait c'est comme cela que ça devrait se passer, défendre sa voix et l'élever vraiment haut, elle a envie de faire pareil. Et c'est ce qui fait que vous voyez une fille aujourd'hui qui est féministe, qui commence à développer des idées, vous n'êtes pas surpris de voir une multitude de filles qui se réfèrent à elle, qui s'identifient à elle parce qu'elles veulent pouvoir arriver à cette étape-là. Elles veulent pouvoir sortir du joug de l'ignorance, du joug de la discrimination que nous avons vécue pendant tellement et tellement d'années. Alors, Madame Bagueri, est-ce que c'est possible dans notre société, vu nos réalités socio-culturelles? D'endiguer la violence? Oui, de promouvoir ce système, je dirais, ce mouvement, je dirais. Les changements sociaux, en tant que sociologue, les changements sociaux sont des phénomènes qui prennent du temps, c'est dans la durée. Donc, dès qu'on baisse les bras, c'est fini. Ça reprend. Donc, dans ce combat-là, on n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de faire une halte. On doit toujours continuer. On est dans une société, je l'ai dit ici, sur ce même plateau, on est dans une société à fondement patriarcal. Donc, l'homme sait que naturellement, la domination masculine doit être de mise. Donc, dès lors que la domination masculine culturellement est acceptée, eh bien, la femme devrait pouvoir être la soumise, celle-là qui n'a pas la même voix que l'homme, alors que tous les tests disent
que les femmes et les hommes sont égaux en droit. L'ancienne constitution, à son article 26, l'a bien martelé, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Mais il ne suffit pas de le proclamer, mais il faut faire véritablement poser les jalons et poser des actions qui prouvent que oui, les femmes et les hommes sont égaux en droit et que par la même occasion, on puisse attirer l'attention des femmes et des hommes aussi sur le fait que oui, les femmes et les hommes sont égaux pour que le combat soit un combat gagné. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, voilà, on a atteint l'égalité, c'est se leurrer. Mais on ne baisse pas les bras, on continue les sensibilisations, toutes les actions qui doivent être posées dans le but de montrer à notre société que oui, c'est vrai que la femme peut être diminuée physiquement, mais qu'elle a les mêmes droits et qu'elle a les mêmes aptitudes que les hommes. Donc, c'est à nous de continuer à sensibiliser, à poser les bonnes actions pour que la majorité soit acquise à cette cause-là. Quelles sont les résolutions ou les solutions que vous trouvez pour faire face valablement à ces pesanteurs socioculturelles qui, il faut le reconnaître, rendent difficile cette lutte? Alors, merci beaucoup. Je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des féministes ont compris une chose. On ne peut pas forcément mener la lutte à la place de quelqu'un. Et donc, le combat pour le féminisme, vu qu'il est fait pour les femmes, doit se faire avec les femmes et par elles. Et les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour pulluler en quelque sorte cela, discuter autour de cela de façon libre et éveillée. Mais au-delà de cela, nous comprenons aussi que le féminisme, c'est la sensibilisation, mais c'est aussi le plaidoyer. Et donc, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas arriver véritablement à un monde totalement égalitaire, si tant est que les deux types de personnes qui constituent ce monde-là ne sont pas impliqués dans l'acte. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes féministes. D'ailleurs, même par le passé, il y avait beaucoup d'hommes féministes. Aujourd'hui, il y en a davantage. Et c'est ce pourquoi la plupart des organisations développent les stratégies He for She, et les hommes pour les femmes. Et cette stratégie-là permet véritablement d'impliquer également la gente masculine. Leur montrer que le féminisme, en fait, n'est pas contre l'homme. Le féminisme lutte, certes, contre le machisme, mais ne lutte pas contre l'homme. On n'a rien contre les hommes, on dit juste que les hommes doivent pouvoir accepter que la femme est l'égale de l'homme et donc que nous avons tous les mêmes droits et que nous pouvons vivre dans un monde totalement égalitaire sans que personne ne soit frustré, sans que personne ne soit brimé. Donc, comme je le disais, des stratégies que nous mettons en place, c'est travailler avec des leaders religieux et communautaires, leur faire comprendre l'importance qu'il y a à soutenir cette cause-là, l'importance qu'il y a pour la femme de s'épanouir aujourd'hui, de se sentir libre et égale à l'homme, parce que justement, tous les hommes ne font pas que des femmes et des enfants filles et garçons. Pour ceux qui font des enfants filles uniquement, est-ce que leurs filles n'ont pas le droit de la même façon que les hommes? Et je pense que cette réalité-là à laquelle beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de grands leaders sont confrontés, fait qu'ils comprennent que ce n'est pas parce que je n'ai que des filles que je dois laisser ma génération en quelque sorte mourir ou que je dois laisser mon nom s'éteindre. Non, ma fille également est capable de relever mon nom parce qu'elle est une personne normale. Nous voulons en arriver en fait à une étape où il n'y a pas forcément une question de sexe féminin ou de sexe masculin ou de genre féminin ou de genre masculin. Nous sommes tous humains tout court et donc on est censé être identiques parce que après tout, la femme n'est pas un animal et l'homme n'est pas un animal. On est deux personnes humaines, on est censé avoir des droits humains qui sont inhérents en fait à nous tous, peu importe le sexe que nous avons. Donc je pense que pour arriver à cette réalité, on est vraiment en train de comprendre qu'il est important d'impliquer toutes les couches de la société, toutes les personnes et même, pourquoi pas, les opposants, ceux qui s'opposent le plus à la cause féministe également. Je peux dire ça. Et cette opposition auquelle vous faites face n'est-elle pas justifiée étant donné qu'il y a certaines femmes qui abusent? Alors je ne dirais pas qu'il s'agit d'un abus. Il est vrai que parfois, quand on regarde certaines réactions, on a tendance à penser que c'est de l'abus. Mais
la plupart du temps, il faut penser au vécu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes blessées. Il y a beaucoup de filles blessées. Il y a beaucoup de personnes qui se sont senties désabusées de découvrir en fait que la réalité qu'on leur a toujours peinte, en vrai, elle est fausse. Et ne soyez pas surpris quand vous voyez une femme qui s'est faite violer, par exemple, à qui ensuite on demande d'épouser son violeur parce qu'elle est peut-être, elle se retrouve peut-être en état de grossesse. Lorsqu'elle arrive à comprendre que, en fait, je ne suis pas obligée d'épouser mon violeur et que cette réalité-là que l'on m'a peinte, cette chose, cet abus qu'on m'a fait accepter en vrai, je ne suis pas obligée de le prendre tel qu'il est, se rebeller en fait et dire « Ah mais stop, vous m'avez menti ». Et donc, la réaction normale, la réaction disproportionnée, moi je la trouve totalement normale, même si tant est que oui, il faut un travail. C'est un travail qui doit se faire avec ces personnes-là. Et je ne pense pas vraiment qu'il s'agisse d'abus, parce que battre une femme, c'est un abus. Et beaucoup de nos mères ont subi cela pendant des années et des années. À un tel point que dans certaines de nos communautés, lorsque mari bat sa femme et que celle-ci se hasarde à prendre ses affaires et à quitter le foyer, on lui dit non. Qui lui demande de se retourner. Est-ce que le monsieur t'a dit de quitter la maison? Même si tu as dit de quitter la maison, tu es censé rester. Tu vas patienter, tu vas lui demander pardon. Quelqu'un te bat, il te maltraite de la façon dont on ne devrait pas le faire. Parfois même, et c'est une scène que j'ai rencontrée il y a de cela à peine quelques mois, je pense au mois de novembre. Un monsieur qui, parce que sa petite fille a fait une bêtise à la maison en cassant des trucs, la dame, elle prend la fille et elle lui dit, est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Le monsieur, sous l'effet de la colère, probablement il n'avait pas autre chose, il lui lance le bras, la propulse contre le mur et dit, de quel droit tu touches à ma fille? Elle n'est pas la fille de quelqu'un. Pourquoi on estime qu'on ne devrait pas toucher son enfant à soi, mais on a la possibilité de battre l'autre pour avoir touché ton enfant, un enfant qu'elle a mis elle-même au monde? Pourquoi justifier la violence? Pourquoi accepter cela? Vous voyez par exemple une femme qui a vécu ça, lorsque finalement elle se comprend que en fait j'ai des droits, en fait mon mari n'avait pas le droit de me battre comme il l'a fait, et la famille m'a maintenue en quelque sorte dans une réalité qui est totalement fausse, parce qu'en vrai, je suis identique à l'homme. Je suis un être humain comme lui. Et me traiter comme ça, c'est me traiter comme un animal. Ça crée une révolte. La Bible parle également de soumission. La Bible parle beaucoup de soumission, ça c'est clair. La soumission, elle est énumérée combien de fois dans la Bible? Et excusez-moi de le dire, hein, c'est une chose que beaucoup de personnes détestent entendre. Mais qui sont ceux qui ont écrit la Bible? Qui sont ceux qui ont traduit la Bible? Je ne suis pas contre ce qui est écrit dans la Bible, je ne suis contre personne, mais je dis juste que nous avons vécu dans un système patriarcal, mais on a été tout le temps conduit par des machistes. Et vous voyez, le machisme, c'est comme une doctrine en fait, qui fait que l'homme trouve toujours des stratégies pour montrer à la femme qu'elle est inférieure à lui, qui fait que l'homme ne se sent homme que quand la femme est basse et à un niveau bas. Et malheureusement, c'est ce genre de personnes qui a contribué à rédiger la plupart des documents, la plupart des systèmes qui nous conduisent aujourd'hui dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer ces systèmes? Comment est-ce qu'il faut changer ces systèmes? Quel est l'apport qu'on peut avoir même de la classe de ces hommes-là qui ont déterminé, qui ont décidé que le système devrait être comme ça? Voilà en quelque sorte aujourd'hui où se trouvent les discussions. Voilà, Madame Bagueri, cette révolution féministe a-t-elle un avantage sur le respect des droits de la femme? Alors, je voudrais atterrir avec elle avant de continuer. Rebondissez alors. Rebondissez alors. Alors, sur la question de la soumission des femmes aux hommes, pour toutes les femmes qui ont passé quelques années dans un foyer, elles peuvent témoigner du fait que quand on parle de soumission, cela ne veut pas dire que la femme se rabaisse et que l'homme peut monter sur elle.
il ne s'agit pas de cela du tout. Mais la soumission, c'est quoi? C'est le sens de l'écoute de l'autre. Autant que la femme est soumise à son homme, l'homme devrait pouvoir être soumis aussi à la femme. Pour qu'il y ait ce dialogue-là, cette communication-là, qui permette quand même une certaine paix dans le foyer. Parce que le foyer devrait pouvoir être un havre de paix. Lorsque vous sortez toute une dure journée, vous revenez à 23 heures. Vous devez pouvoir être accueilli comme cela se doit. Et ça devrait être vice-versa aussi. Vous ne pouvez pas subir toute cette tension-là dehors et revenir sous cette table-là sous lequel vous voulez vous reposer et être soumis encore à d'autres pressions. Cela veut dire quoi? Finalement, vous voulez casser ce foyer-là. Or, la position sociale de la femme, le statut social de la femme jusqu'aujourd'hui, voudrait qu'elle soit quand même sous un foyer, sous un toit, pour ne pas avoir tous les étiquettes. Mais ce n'est pas au prix d'avoir un foyer qu'on se laissera marcher dessus. D'accord? Donc, oui, soumission. Soumission, mais des deux côtés, pas d'un seul côté. D'accord? Donc, en fait, je voulais revenir à ça pour dire l'égalité, cela devrait être aussi dans le foyer. Et c'est ça que le féminisme prône. C'est-à-dire, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Vous êtes des êtres humains égaux, à diplôme égal, salaire égal. Et à compétence égale, salaire égal. C'est ça le féminisme. Mais ce n'est pas la réalité sous nos cieux. Dans les entreprises, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que, voilà, je rebondis maintenant sur votre question pour dire, est-ce que le féminisme, c'est un avantage pour véritablement le respect des droits des femmes? Absolument. Il faut une certaine émancipation de la femme. Une émancipation de la femme, cela veut dire quoi? Qu'elle a désormais du pouvoir, qu'elle se sent avoir du pouvoir, qu'elle peut prendre des décisions qui la concernent directement et qui concernent les membres de sa communauté, de son entourage, de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'une femme est émancipée, c'est forcément de l'épanouissement de toute la société qu'il s'agit. Mais pour qu'elle soit épanouie, pour qu'elle soit émancipée, il faut que quelqu'un lui dise « voilà tes droits, voilà tes devoirs, voilà comment cela devrait être. Voilà, tu es né de la même manière qu'un homme, donc tu as les mêmes droits que lui. » Et c'est ça notre combat quotidien, de dire à la femme, de dire à la jeune fille, tu as les mêmes droits que ton petit frère, tu as les mêmes droits que ton grand frère. Et qu'on ne te dise pas, voilà, tu as dans la sphère, déjà dans la sphère familiale. Qu'on te dise, la femme, elle est seulement faite pour être à la cuisine avec la maman, à faire même la vaisselle. Dans les partages des travaux domestiques, déjà, il y a une discrimination. Voilà, un garçon qui ne voit sa mère qu'à la cuisine et son père qu'au salon, l'homme n'est pas obligé d'être au four et au moulin à remuer la sauce, à faire la pâte, mais d'accompagner déjà la femme pendant qu'elle est en train de faire ses travaux domestiques, d'être en train de lui faire de la conversation. On le voit dans la sphère, là, j'aime bien l'appeler cabine technique de la femme. On veut bien le voir dans la cabine technique de la femme pour que le garçon sache que non, ma place n'est pas qu'au salon, ma place n'est pas qu'au portail à jouer avec mes camarades garçons, mais que nous sommes égaux et que normalement, nous devrions pouvoir être traités de la même façon. Mais il faut des organisations pour le faire. Il faut des organisations féminines pour le faire. Il faut des tribunes comme celles que vous nous offrez là maintenant pour le dire aux garçons qui nous écoutent, pour le dire aux parents qui nous écoutent que oui, les femmes et les hommes, les garçons et les filles sont égaux et devraient pouvoir être traités
de la même manière. Et c'est comme ça qu'il faille vraiment changer les choses. Nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la deuxième rubrique de cette émission. Elle s'intitule La part des choses. Faisons donc la nuance. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de Faisons la part des choses, bienvenue. C'est une évidence que le 21e siècle se révèle être le siècle par excellence de la lutte pour l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Au vu de la multiplicité des organisations et associations militantes pour les droits des femmes, il n'y a plus de doute, nous en sommes heureuses. Cependant, nous nous voilerons la face si on ne se rend pas aussi à l'évidence que la défense des droits de la femme est devenue une activité commerciale plutôt très juteuse. On crée des organisations pas pour de réelles convictions, mais parce qu'on est convaincu de trouver des financements pour nos projets féministes. Cela devient ridicule lorsque les responsables d'organismes de défense des droits de la femme sensibilisent et invitent au respect de l'égalité entre les sexes devant les caméras, mais derrière remettent en cause tout ce beau discours par des faits indignes. À l'arrivée, aucune conviction donc. C'est déplorable que des défenseurs de la femme n'appliquent aucun de leurs conseils dans leur propre vie et ou dans leur cercle familial. C'est également déplorable que des représentants d'organismes internationaux de lutte pour l'émancipation de la femme se permettent le luxe de dire en arrière-plan que les lois en vigueur au Bénin dans ce domaine s'appliquent partout, sauf dans leur domicile. La réalité est peut-être amère, mais elle ne demeure pas moins une vérité. Celle qui démontre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes montent au créneau pour défendre la femme, pas parce qu'elles y croient, pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais parce que les financements y sont et la pression de la communauté internationale l'accompagne. Dommage. Je dénonce et j'exhorte à un changement de mentalité. La défense des droits de la femme ne doit jamais être une porte pour sortir du chômage ou d'enrichissement. Amis de Faisons la part des choses, merci pour l'attention. À très bientôt. Madame Toko, quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous pensez de cette nuance faite? N'est-ce pas une réalité? En effet, c'est totalement réel. Malheureusement, nous avons dans toute lutte de ce type de personnes qui adhèrent pas parce qu'elles croient véritablement en la chose, mais beaucoup plus parce que cela est un moyen de se faire quelques fonds. C'est comme en politique. On peut ne pas soutenir un parti politique et faire semblant de le faire juste parce qu'on sait qu'en allant à la campagne, on va gagner quelque chose. Aucune lutte ne peut se faire sans fonds, malheureusement. Et la lutte, elle est obligée d'impliquer beaucoup de types de personnes. On a besoin de différentes qualités, différentes compétences. Et dans ce type de lutte-là, féministe, comme pour la lutte pour les droits de la femme, on a un peu de tout. C'est tout un mélange, c'est un fourre-tout. Et on ne peut pas, d'office, en regardant une personne, dire « Toi, tu ne défends pas véritablement, tu n'y crois pas ». Et c'est ce pourquoi je disais que pour reconnaître une féministe, il suffit juste de voir le comportement de cette personne. Pour et surtout les associations, parce que ce n'est pas une personne forcément qui représente ces différents projets. C'est parce que vous avez une structure formelle qui les représente. Oui, et malheureusement, vous voyez, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui n'hésitent pas à dire « oui, nous sommes une organisation féministe » parce que peut-être on sait que les féministes peuvent, dans ce type, il y a tel bailleur qui veut appuyer les organisations féministes. Donc oui, si ça nous permet de dire qu'on est féministe et qu'on le fait, c'est bon. Mais tout est au niveau de l'impact de l'action. Est-ce que quand cette organisation-là a travaillé, a un véritable impact? Tout est permis. On nous a parlé tout à l'heure des personnes qui défendent des choses, mais qui en vrai, dans leur foyer, ne le font pas. Ne le font pas. On voit des juristes qui n'hésitent pas à battre des femmes. Tout à fait. On entend parler de beaucoup de cas de violences basées sur le genre, de violences conjugales qui se font par qui?
part ceux-là qui défendent Des les femmes éducateurs, tout à à fait. l'extérieur, des éducateurs, des professeurs Tout à et fait. autres. Et là, vous vous demandez à qui on peut véritablement faire Confier, confiance, voilà. auprès de qui on peut aller, qui peut véritablement faire le travail. Je pense que, en toute chose, lorsqu'une personne ne défend pas véritablement une cause, à un moment donné, on le sait. Maintenant, il y a aussi la différenciation que l'on peut faire entre le militant et le carriériste. Il y a une personne qui a juste sa compétence, elle a appris quelque chose et donc sa carrière l'emmène à une cause. La personne peut adhérer à cette cause comme ne pas le faire. Et là, il se pose une véritable question de clarification de valeurs. Une question également au niveau des recrutements. Parce qu'il y a des recrutements pour lesquels on dit qu'il faut adhérer aux valeurs de l'organisation. Mais si tant est que ça permet à la personne d'être recrutée, clairement qu'elle va dire qu'elle adhère aux valeurs de l'organisation. Mais avec le temps, dans ses interventions, dans sa manière de faire, ça se décrit clairement. Vous allez voir une personne qui dit « Ah, droit de la femme, non, on va défendre. Mais ma femme même qui est à la maison, elle sait qu'elle ne peut pas faire cela. » Vous voyez des personnes qui disent être juristes, qui disent défendre les droits de la femme, mais qui vous disent que le viol conjugal n'est pas une réalité. Tout à fait. Et donc, déjà, à travers ces expressions, alors, qu'est-ce qu'il faut on sait faire avec dans ce qui cas-là? travailler ou pas. Je pense que c'est Très surtout rapidement. faire une analyse de chaque personne avec laquelle on décide de travailler, chaque personne qu'on décide d'impliquer dans la lutte, parce que ça ne sert à rien d'avoir des personnes fausses. Et c'est surtout que chacun doit pouvoir respecter les valeurs qu'il a. Être féministe ne m'empêche pas d'avoir des valeurs personnelles, des valeurs ancrées en moi. Et donc, cela n'a pas d'influence en fait sur mon féminisme, sur ma lutte. Mais lorsque déjà j'ai des personnes dans mon entourage qui disent qu'ils sont féministes, mais que ces personnes-là ont encore des problèmes, qu'est-ce que je fais? J'essaye de leur apporter un plus. Si tant est qu'il faut opter pour des renforcements de capacités, pour faire comprendre à des personnes à travers des sensibilisations véritablement poussées, à travers des recherches justement de causes profondes de pourquoi cette personne-là ne comprend pas cette réalité, il faut le faire. Mais malheureusement, dans toute cause, il y a toujours des personnes fausses et on ne peut malheureusement pas tous les détecter parce qu'il n'y a pas de détecteur de féministes ou pas. Madame Baguiri, très rapidement, votre Bon, appréciation et alors, comment lutter contre ces genres de tomates qui viennent pourrir le reste. même déjà dans la dénomination de Alludif ONG, vous devrez pouvoir voir ce que nous faisons. Et en tant que la secrétaire générale de cette ONG-là, je puis vous dire que le commentaire fait tout à l'heure m'a un peu choquée quand même. Parce qu'on dit, voilà, il y a c'est des une gens... réalité. C'est une réalité. Justement par rapport à nous, notre expérience. Non, on ne prend pas ça par rapport à une seule association. Non, mais c'est pour vous dire qu'on peut généraliser. Tout à fait. Pour vous dire qu'il y a des associations qui ont de la probité, qu'il y a des associations qui se battent et qui réellement, oui, et qui n'attendent pas forcément les fonds. Voilà, qui n'attendent pas forcément le financement d'un partenaire. Nous sommes là, nous avons travaillé et nous travaillons jusqu'à présent grâce véritablement à nos cotisations, à ce que nous apportons nous-mêmes, parce que nous savons ce que nous avons comme impact sur le terrain, parce que nous savons que cette lutte-là ne peut pas se faire sans une certaine autonomisation de la femme. La femme qui n'a pas le minimum ne peut rien décider, même quand elle sait qu'elle a des droits. C'est-à-dire que vous allez la sensibiliser. Tu as tel droit, tu as tel droit, tu as tel droit. Vous vous imaginez une femme qu'on bat à longueur de journée et qui prend ses clics et claques et qui va voir ses parents. Et que ses parents lui disent « Retourne d'où tu viens ». Mais si elle ne veut pas retourner, elle va où quand elle n'a pas l'argent? Elle va où si elle ne peut pas se louer une entrée couchée? C'est de ça qu'il est question. Donc, une femme qui n'a pas le minimum, qu'on n'a pas pu autonomiser, à qui on n'a pas pu dire, voilà, tu as 10 francs,
tu devrais pouvoir utiliser ça de telle façon, de telle façon. Ça, c'est des luttes que nous on mène et qui ne nécessitent pas forcément qu'il y ait un partenaire qui nous soutienne. Qu'avez-vous à dire alors et que à le ces partenaire, gens vous savez, quand vous n'avez pas de la conviction, le partenaire va vous dire, moi, je ne finance pas ceci, mais je finance cela. Je ne finance pas ceci, je finance telle ligne. Donc, enlever ceci, et biffer ceci, c'est ceci que vous allez faire. Donc, le partenaire va s'imposer à vous. Donc, à un moment donné, on parle de développement, on parle d'indépendance. C'est de cela qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on se bat au quotidien pour que la condition de vie des femmes, des filles, des hommes, des familles soit beaucoup plus aisée? C'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, comme vous le dites, il y a cette tomate ou quelques tomates qui viennent pourrir l'atmosphère. Voilà. Et vous vous rendez compte que ce sont des opportunistes ceux-là. Et que quand ce programme va prendre fin, ils vont disparaître. N'est-il pas alors nécessaire d'avoir une législation sur ce plan-là afin de définir ou de voir comment les ONG se créent? Oui, c'est ce qu'on... Enfin, jusqu'à présent, moi je salue tout ce qui se fait actuellement en termes de réforme. Et ça touche tous les secteurs et ça va embraser tout le pays. Donc, c'est déjà bien que nous mettions ici le doigt sur ce qui ne va pas, pour que le législateur, et je salue déjà les députés qui viennent d'être installés, je pense qu'ils vont faire du bon travail parce que le quota au moins des femmes est respecté et on pourra véritablement mettre en place la législation qu'il faut, tout en sachant bien que ce n'est pas les tests qui nous manquent, mais il faut travailler véritablement à ce que les valeurs soient restaurées. Voilà. Nous allons aborder la troisième rubrique de cette émission et nous allons suivre la coach Gladys J'y arrive, Agege Adam Soulé. Aujourd'hui, nous allons parler des droits des femmes ou féminisme. Alors, qu'entend-on par féminisme? Féminisme veut dire simplement égalité entre les femmes et les hommes. Le seul but du féminisme, c'est d'apporter une certaine équité entre les hommes et les femmes dans la société. Permettre aux femmes de jouir des mêmes droits que les hommes. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps, la femme a été le souffre-douleur de la société. On la considère comme le sexe faible. Elle n'a pas le droit de participer aux décisions qui sont prises pour elle. Elle est presque traitée comme un enfant, comme un mineur. Et aujourd'hui, donc, le féminisme vise à rétablir l'équilibre, à permettre à chaque femme de jouir de ses droits dans la société et de pouvoir être ainsi capable d'apporter sa pierre à l'édifice que constitue la société. Alors, il est important de comprendre que le féminisme n'est pas dévolu à faire en sorte que les femmes deviennent autoritaires ou que les femmes deviennent, comme on a l'habitude de le dire, des femmes insoumises. Non, le rôle du féminisme, c'est de simplement rétablir l'équilibre entre les hommes et les femmes. À instruction égale, travail égal. À capacité égale, possibilité d'atteindre les mêmes choses. Toutes les femmes ont du potentiel. Toutes les femmes ont la possibilité de réussir leur vie. Malheureusement, la société telle qu'elle était organisée ne permettait pas aux femmes d'atteindre un certain niveau. Il y a un seuil auquel elles sont obligées de s'arrêter. Et c'est ça qu'on appelle généralement dans le milieu professionnel les plafonds de verre. Le féminisme vise simplement à briser ces plafonds de verre-là dans chaque domaine de la société. Permettre à nos filles qui ont été tout aussi bien à l'école que les garçons et qui ont obtenu les mêmes diplômes de ne pas subir le harcèlement sexuel.
Permettre à une fille qui a envie de travailler de pouvoir faire le travail qu'elle a choisi librement sans être obligée de subir les assauts d'un patron qui ne veut pas la laisser jouer son rôle alors qu'elle a tout le potentiel qu'il faut pour faire son travail. Et beaucoup de femmes se retrouvent à la maison alors qu'elles ont des diplômes simplement parce qu'elles sont harcelées au bureau. Donc, nous voulons une société dans laquelle l'argent que nous, parents, investissons sur nos enfants filles ne soit pas de l'argent perdu. Il est important que la société puisse comprendre que le féminisme n'est pas contre les hommes. Le féminisme, c'est simplement permettre à chaque fille de jouir des mêmes droits que le garçon, de pouvoir vivre une vie épanouissante et accomplissante pour elle. Et ça permettra à toute la société de pouvoir profiter du grand potentiel que peut avoir chaque femme. Voilà, très rapidement, Madame Baguiri, que pensez-vous de la lecture faite par la coach Gladys Soulé? Je pense qu'elle est en droite ligne avec tout ce que nous venons de dire. Le féminisme n'est pas forcément destiné à rébeller la femme, mais à lui montrer tout son potentiel, ce qu'elle vaut en fait. Et véritablement, vous voyez, tout le commentaire qu'elle a fait n'est pas véritablement dans le sens de dévergonder une femme, mais de lui prouver qu'elle a des capacités, qu'elle a le même intellect que l'homme et qu'elle a les mêmes droits. Donc l'essentiel pour que véritablement il y ait une équité, c'est quoi l'équité? C'est une certaine justice. Quand on parle d'égalité, il faut qu'il y ait une certaine justice entre véritablement les hommes et les femmes. Donc lorsqu'ils sont traités équitablement, normalement tout devrait pouvoir aller de soi, les hommes et les femmes. Donc parvenir à ce que la société soit plus juste, plus égalitaire, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de féminisme. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour que le féminisme soit plus efficace au Bénin? Pour que le féminisme soit plus efficace au Bénin, disons, pour que véritablement les droits des femmes soient respectés, il faut associer tous les maillons de la chaîne dans la lutte. Et partir déjà des leaders religieux, des leaders communautaires, des personnes que aussi bien les hommes que les femmes peuvent écouter. Donc, lorsque vous parvenez à toucher les autorités locales, les leaders religieux, les sages, les notables de nos communautés, la presse, tous ces maillons-là, les organisations de la société civile, et même ce que le gouvernement fait, nous devons vraiment tirer chapeau. À travers l'Institut national de la femme. À travers l'Institut national de la femme, et qui prend déjà en charge tout le volet juridique et judiciaire et de la lutte. Et c'est vraiment à féliciter. Il y a plus de 150 dénonciations actuellement. Et même lorsque vous êtes victime de violence et que vous ne dénoncez pas, l'Institut de la femme peut s'auto-saisir de l'affaire. Cela veut dire quoi? Que auparavant, lorsque vous étiez victime de violence et que vous prenez votre courage à deux mains, que vous allez porter plainte au niveau des juridictions compétentes, finalement, où est-ce que vous atterrirez? Est-ce que vous reviendrez toujours dans ce foyer-là? Est-ce que finalement vous ne serez pas une persona non grata dans la société? Mais lorsque c'est l'État béninois lui-même qui s'auto-saisit par rapport à cela, vous êtes couvert. L'essentiel, c'est que peut-être un voisin, quelqu'un qui a été témoin de tout cela, puisse faire la dénonciation à votre place et vous êtes quitte. Donc, véritablement, par rapport à cette réforme-là de l'Institut national de la femme, on ne peut que tirer chapeau au législateur qui a véritablement fait son travail et aux gouvernants également qui jouent leur partition, les organisations de la société civile.
et qui ont cette probité-là, qui font un travail formidable sur le terrain. C'est le lieu ici de les remercier. Et tous ceux qui participent à l'autonomisation de la femme, à ce que la femme ait un épanouissement, une certaine émancipation dans la société, que les filles et les garçons aient les mêmes chances d'aller à l'école, aient les mêmes chances d'exercer leur métier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, véritablement, voilà tout ce qu'il faut faire, essayer d'impliquer chacun suivant le niveau de pouvoir qu'il a pour que la lutte puisse payer. Je vous remercie, Madame Bakeri. Madame Toko, très rapidement, vous venez de suivre la coach Agege Soulé. Dites-nous quelle appréciation en faites-vous et comment rendre le féminisme, pour finir cette émission, plus efficace au Bénin. Alors, merci beaucoup. Je suis totalement d'accord quand même avec la plupart des propos issus de l'intervention de Madame. Et moi, personnellement, je dirais que le féminisme représente une contribution très grande à l'accès des femmes à leurs droits et surtout au plein bénéfice en quelque sorte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et au Bénin, je pense que l'un des moyens les plus efficaces que nous aurons aujourd'hui de faire évoluer le féminisme, c'est déjà de contribuer au renforcement de capacités des féministes que nous avons déjà ou de ceux qui ont envie de beaucoup plus pencher vers la lutte féministe. Il s'agira également, parce que Madame le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain par des organisations avec ou sans des fonds. Et je ne peux pas ne pas citer ces organisations de jeunes et de femmes-là, ces groupements même de jeunes ou ces petites associations de jeunes qui militent véritablement pour la lutte, pour l'égalité et pour le féminisme. Et dans ce sens, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, il est important d'apporter un certain appui, qu'il soit financier ou technique, à ces organisations qui font déjà quelque chose sur le terrain. L'autre détail, et ce sur quoi moi j'attirerai l'attention de nos féministes, de mes sœurs féministes, parce que justement le féminisme, c'est une sororité, c'est avoir des sœurs, avoir des personnes qui nous comprennent et qui comprennent ce pourquoi nous venons en quelque sorte à la cause. Donc moi je dirais surtout à ces sœurs-là, aujourd'hui nous devons travailler ensemble. On doit développer la synergie d'action. On doit faire en sorte que nos actions soient communes. Et aujourd'hui, par exemple, on a les décrets d'application de la loi SR que nous sommes en train d'attendre, qui ne sont toujours pas sortis. Et je pense que, par exemple, en rapport avec cela, une synergie d'action des organisations dites féministes et même des féministes pourrait apporter un plus à cela. Un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est notre activité sur les réseaux sociaux. Nous dire tout simplement que c'est vrai, on fait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais on doit persévérer également dans l'action en communauté afin d'apporter le changement à nos sœurs qui se retrouvent dans les plus grands coins. Les coins les plus communes, les coins les plus reculés. Qui n'ont même pas de smartphone, qui n'ont pas de téléphone, parce que tout de le connexion, monde ne peut pas avoir accès à ce que nous mettons sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne nous voit pas et malheureusement, tous les projets féministes ne vont pas forcément dans ces zones-là où des femmes sont brimées au jour le jour, où les nouvelles générations, les nouvelles pousses sont en train de grandir avec l'idée que la femme doit être inférieure à l'homme, avec des idées machistes et ce n'est pas du tout bon pour nous parce qu'on aura fait un travail qui ne va se focaliser que sur les personnes que nous connaissons, que sur les personnes que nous côtoyons tout le temps, alors que nos enfants seront confrontés demain à ces enfants-là qui sont en train de grandir en communauté. Donc, menons l'action, menons-la bien et développons la sororité entre sœurs féministes. Merci. Je vous remercie, Madame Toko, voilà qui est bien dit et voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de Tribune des femmes. Merci, chers téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission.